Merci à toutes et à tous déjà de vous connecter pour ce live. Donc je sais pas quelle heure il est chez vous. Nous ici en France, il est 19h. Je suis très contente de pouvoir faire ce live avec donc Sandrine qui va avoir l'occasion de se présenter. Justement, donc ce live, il va parler des relations abusives. Alors vraiment dans l'ensemble de son éventail, c'est-à-dire de qu'est-ce que c'est en particulier une relation abusive, vraiment dans son plus faible degré que à son degré le plus élevé, comment on peut apprendre à les repérer. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête qui fait que ce soit très compliqué à partir et que c'est pas juste une histoire de volonté ou de se dire oui, j'ai conscience que des choses pas bonnes pour moi se passent, je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe aussi dans la tête des auteurs des faits, pourquoi quelqu'un se met à être abusif envers les autres. Et ce qui est très intéressant dans ce live, c'est qu'on a aussi tout le versant juridique, donc grâce à Sandrine, qui pourra vous expliquer tout ça, qui est l'une des juristes référentes de la plateforme Save You, qui est donc une plateforme d'aide aux victimes à l'international. Donc voilà, donc quels sont un petit peu aussi les recours juridiques à mettre en place quand il y a ce type de relation et de faits qui commencent. Donc voilà, c'est parti. Alors, ce qu'on vous a préparé, c'est une petite préparation PowerPoint qu'on va pouvoir vous diffuser au fur et à mesure de ce live. Et ce qu'on va vous passer également en premier, c'est le spot préventif qu'on a diffusé sur les réseaux sociaux. Ça nous semblait important de pouvoir aussi marquer de manière simple mais très claire, sans équivoque, ce que ça peut vouloir dire une relation abusive, quel masque ça va prendre. Donc ce qu'on vous propose, c'est de vous passer le spot qu'on a diffusé et ensuite on vous partagera l'écran pour que vous suiviez au fur et à mesure le flow des PowerPoints. Voilà. Donc c'est parti, je vais vous diffuser ça. Voilà. Donc ça, c'est le spot qu'on a diffusé pour déjà un petit peu donner le ton et pour commencer aussi un petit peu à entrer en matière sur ce dont je vous parlais il y a quelques minutes, l'éventail. Donc on a bien vu déjà dans les idées et les faits qu'on a fait ressortir qu'on a une graduation entre certains faits qui semblent un petit peu moins graves et ceux qui vont dans une gravité très importante. Je vais vous présenter donc le PowerPoint et comme ça on pourra commencer à rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on le voit bien, c'est bon? Ok, super. Alors,
Donc au niveau de ce PowerPoint, on va déjà commencer par donc, ma présentation et de la plateforme Feel Better. Donc vous voyez, vous avez donc le lien ici pour pouvoir vous y connecter et voir un petit peu ce que c'est. Donc comme c'est indiqué sur le PowerPoint, c'est la première plateforme créée de psychologues qui est dédiée vraiment aux Français qui résident à l'étranger, mais aussi en Outre-mer. On englobe tous les fuseaux horaires, donc ce qui permet de faire du décalage horaire vraiment plus du tout un problème. Tout est en français, donc il n'y a plus la barrière de la langue. Nos tarifs sont encadrés pour essayer de favoriser un maximum l'accessibilité à la santé mentale. Et l'ensemble des praticiens sont expérimentés et recrutés. C'est-à-dire qu'on a un processus de recrutement qui se fait en plusieurs étapes, qui nous permet de vraiment vérifier le background des praticiens, comment est-ce qu'ils travaillent en thérapie, quelles sont leurs spécialités. Donc, au cours de ces étapes, on vient vérifier tout ça. Et ce qui fait qu'après, ils sont sous contrat avec nous, donc ce qui nous permet de les recevoir régulièrement et donc de maintenir la qualité thérapeutique qu'on nous propose. On reçoit également l'ensemble des âges, avec également aussi une prise en charge pour les couples et la parentalité. Et également, on est très sensible et donc engagé et proactif dans la lutte contre les violences, qu'elles soient familiales ou conjugales. Donc c'est pour ça que on collabore avec la plateforme Save You, dont Sandrine va vous expliquer le fonctionnement juste après ma présentation, et où on vient là en suivi plutôt psychologique des victimes, quelle que soit leur étape du processus, et ce jusqu'au bout de leur processus, donc la résilience et leur construction. Voilà. Est-ce que il y a des questions déjà éventuellement sur ce que j'ai expliqué concernant Feel Better ou pas spécialement? Donc je pense à... Oui. Je pense que ça doit être moi, Louis, c'est ça? Ok. Est-ce que c'est une compagnie avec financement, je sais pas, privé, participatif, fundraising? C'est une association? C'est quoi la structure juridique en fait derrière? Oui, nous on est une entreprise effectivement, mais on n'est pas une association. Donc voilà, on n'est pas du tout dans le fonctionnement associatif. Une association va bientôt être créée par contre en parallèle. Justement pour davantage accentuer nos modalités de prise en charge, en particulier pour les victimes de violences conjugales et intrafamiliales, parce que quand, en tout cas en France, quand il y a le système privé, ça peut être effectivement assez compliqué pour justement trouver des fonds, trouver des subventions, mais aussi se mettre encore plus à la portée des victimes qui peuvent manquer de moyens en raison de leur situation, qu'elles soient en France ou à l'étranger. Donc voilà, en tout cas, pour le moment, et notre projet également de coupler avec l'associatif. Ok, alors merci Stéphanie pour la question. Si de toute façon après, voilà, vous avez d'autres questions qui vous viennent au fur et à mesure, on aura un temps d'échange à la fin du live. Donc voilà, n'hésitez pas aussi si vous vous dites ah non, j'ai pas posé la question. Vous inquiétez pas, vous aurez tout le temps après. Sandrine, du coup, je te laisse la parole. Bonjour, donc merci Sandrine. Sur le même principe que certains cas, donc on vous a mis tout en haut, vous voyez le lien pour la plateforme Save You. Donc la plateforme Save You, ça fait partie, c'est un des services proposés par The Sorority, donc je vous présenterai sur le site juste après. En tout cas, plateforme Save You, nous sommes une vingtaine d'écoutantes réparties partout dans le monde. Toutes les écoutantes sont formées à l'écoute active. On vient de milieux professionnels différents. Moi, je suis juriste, mais il y a des psychologues, il y a des assistantes sociales, il y a des éducatrices, il y a voilà, un petit peu toutes ces personnes qui tournent autour, en tout cas, du social, juridique, psycho, de l'écoute et en tout cas de la bienveillance. La plateforme s'adresse uniquement aux personnes, enfin, en tout cas aux personnes, oui, de nationalité française, mais qui vivent à l'étranger et qui sont victimes de violences intrafamiliales ou conjugales. Donc,
partout dans le monde. Le fait qu'on soit des écoutantes partout dans le monde, un petit peu pareil que Feel Better, effectivement, on couvre du coup tous les réseaux horaires, tous les fuseaux horaires. L'avantage, c'est que quand une personne nous contacte, alors via l'adresse mail ou via directement la plateforme, on ouvre une discussion WhatsApp, on ouvre un groupe de discussion WhatsApp avec la responsable de la plateforme Save You, c'est Priscilla Routier-Triard, qui est la fondatrice de Save You et la fondatrice de The Sorority. À partir de là, je suis en copie donc des mails, des échanges qui sont faits. J'ouvre moi-même des discussions. En fonction donc du lieu où la victime se trouve, on trouve une écoutante, une intervenante qui va rester intervenante et interlocutrice unique pour cette victime. Comme ça va éviter de devoir raconter à chaque fois, etc. Ensuite, si besoin, on peut pousser un petit peu plus loin l'accompagnement, c'est-à-dire soit avec moi, donc je suis juriste, donc je peux recevoir les victimes du monde entier, pas uniquement de ma zone qui est la zone Amérique. Et on a aussi un psychologue qui se trouve en France actuellement, mais qui peut couvrir aussi le monde entier. Le but de ça, c'est que les victimes puissent parler au moins une première fois, échanger une première fois, ne plus se sentir seules. Le but de l'interlocutrice, c'est quand même de mettre des mots sur ce que vit la victime, lui dire oui, tu es victime, non, ce que tu vis, ce n'est pas normal, oui, les réactions que tu as, elles, par contre, sont normales. Voilà. C'est un petit peu dans ce cadre-là. Le but après, c'est de l'écouter et de la suivre sur un temps plus ou moins long, ça dépend. Certaines victimes vont avoir besoin d'être suivies juste peut-être 1 mois ou 2, et puis d'autres, ça peut durer effectivement sur du plus ou moins long terme. Le but aussi, c'est de pouvoir l'aider à trouver les bons interlocuteurs, les bons avocats, les bons psychologues dans son pays, l'orienter correctement s'il y a un retour en France, via France Victime, via France Horizon, via s'il y a besoin de particulier avec le ME, bon voilà, un petit peu tout ça. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est le rôle de la plateforme Save You. Et donc Save You, juste on peut passer au slide d'après. Oui. Donc c'est porté par comment faire pour rejoindre Save You. Hop, donc on peut passer aussi au slide d'après, pardon. Voilà, hop, The Sorority. Donc Save You, en fait, c'est juste un service proposé par The Sorority. Et The Sorority, c'est une application, une communauté d'entraide partout dans le monde. La semaine dernière, on a atteint les 100 000 personnes inscrites. Alors, profil certifié. Pour l'instant, c'est pas encore ouvert aux hommes. C'est un projet, pour l'instant, c'est que pour les femmes. Le principe, c'est une mise en sécurité. C'est quel que soit votre lieu, dans les transports en commun, dans la rue, au travail, chez vous, etc., vous vous sentez en insécurité, il y a un bouton d'alerte. Ce bouton d'alerte fait que vous êtes géolocalisé en temps réel et les 50 personnes les plus proches de vous reçoivent cette alerte et peuvent vous contacter par message, peuvent vous appeler pour savoir ce qui se passe, etc., peuvent appeler pour vous les autorités s'il y a besoin. Quand on est dans le métro, par exemple, il y a un bouton aussi d'alerte, le métro, les transports en commun, n'importe, un bouton d'alerte sonore. Donc forcément, s'il y a une agression en cours, le fait que cette alerte se déclenche, ça peut un petit peu stopper l'agresseur. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il y a un message aussi en cas de danger, en disant attention, est-ce que vous pouvez faire semblant de me connaître, est-ce que vous pouvez faire semblant de me parler, j'ai besoin d'aide. Voilà. Tout ça, c'est la plateforme The Sorority, une application gratuite, donc on recommande que vous pouvez télécharger. Ça, donc c'est The Sorority, comment faire pour y accéder sur tous les smartphones. Et puis c'est bon pour moi. Ok, merci beaucoup. Alors, je tiens à mettre un mot effectivement au sujet de Sorority. Sorority, ça fait des années que ça existe, à l'initiative donc de Priscilla Routier et qui à l'origine c'est parti du fait qu'elle soit témoin d'une scène de violence et face à l'état de sidération générale dans la rue, elle a décidé de faire quelque chose. Ça change vraiment son sentiment de sécurité, qu'on soit dans une situation compliquée personnelle ou même dans la rue. Ça peut paraître tout bête comme ça, mais le fait de rentrer seul chez soi le soir ou dans les transports, voilà, le fait d'avoir cette application, vraiment, ça majore son sentiment de sécurité parce qu'on sait que y a énormément de femmes, et notamment dans notre secteur, qui ont cette application. Si jamais on fait sonner l'alarme, on sait que quelqu'un va venir vite
On sait qu'on va entendre sinon la sonnerie, qu'il y a ce message aussi qui peut s'afficher sur l'écran de notre téléphone. Et je trouve que vraiment c'est extraordinaire qu'elle ait pensé à cette application, qu'elle vive depuis des années. C'est pour ça que voilà, depuis dernièrement, elle est quand même reconnue et soutenue par le ministère de l'Intérieur, la police nationale, la gendarmerie, etc. Donc voilà, vraiment, pour toutes les femmes qui nous regardent et autour de vous aussi, si vous n'avez pas encore The Sorority, vraiment, téléchargez-la. On sait jamais ce qui peut arriver, et il y a également beaucoup de ressources au sein de cette appli. Des articles, voilà, des trucs comme ça, une communauté. Donc vraiment, je vous invite et je vous encourage à la télécharger. Voilà, ça me tenait à cœur de le dire. Pour compléter, la plateforme Save You, donc de The Sorority, elle a été créée en 2022, et avant ça, il y avait rien. Il y avait rien au niveau international, en tout cas pour les victimes françaises à l'international. Victimes de violences conjugales, il n'y avait rien du tout. Donc, en fait, c'est vraiment une énorme amélioration qu'il y a eu, et ça a vraiment été un grand souffle qu'on a pu offrir aux victimes, et c'est très très intéressant et très important, et c'est pour ça que c'est reconnu. Et pratiquement partout dans le monde, toutes les ambassades et consulats de France, quand vous tapez victimes de violences conjugales, n'importe quoi sur votre site consulat ambassade, il y a le lien vers la plateforme Save You qui s'affiche automatiquement, et voilà. Oui, et j'en profite que d'ailleurs Feel Better est actuellement en train d'être diffusé auprès des consulats et ce qui va suivre donc des ambassades, où nous apparaissons également nous aussi dans les listes de notoriété, mais inter-États. Donc là on peut voir par exemple, on est déjà sur le consulat de Los Angeles en tant que prise en charge des victimes de violences intrafamiliales et conjugales, donc vraiment en relais là sur l'ensemble du process d'une victime ou de témoins voilà, qui auraient été particulièrement affectés. Donc c'est voilà, une information supplémentaire. Une relation abusive, c'est quoi? Justement, c'est quand même assez flou de manière générale. La plupart du temps, les personnes, quand on parle d'une situation de violence, qu'elle soit intrafamiliale ou conjugale, les gens, dans l'imaginaire collectif, vont se représenter quelqu'un qui est marqué physiquement, une arcade ouverte, un œil au bar noir, alors que il y a beaucoup de violences qui sont à bas bruit, qui vraiment ont un phénomène sous-marin qu'on ne voit pas, mais qui existent, qui sont extrêmement destructives. Et de toute façon, quand on arrive déjà à un degré très important, très violent, c'est qu'il y a déjà eu toutes ces violences avant, qui ne se sont pas vues et qui n'ont probablement pas pu être exprimées par les victimes. Donc dans sa définition telle quelle, hein, une relation abusive, c'est vraiment marqué par le fait que quelqu'un ne respecte pas vos limites et votre consentement vis-à-vis soit de sujets spécifiques ou soit dans la dynamique de la relation en général. Ce qu'on observe chez les personnes qui vont être abusives, c'est que soit elles vont le faire en tout état de cause, c'est-à-dire qu'elles vont le faire délibérément, elles ont conscience qu'elles vous font du mal, mais ça ne les arrête pas, soit elles peuvent être inconscientes de leur comportement. C'est-à-dire, même si vous nommez le fait que pour vous, ça vous fait du mal, ou que c'est destructeur, ou que vous ne voulez pas de ce type d'agissement, de remarques, etc., c'est possible qu'une personne, malgré tout, elle ne conscientise pas qu'elle est abusive. Donc là, je vous ai mis un exemple concret. Ça va vous aider un petit peu à situer ça. Dans le cas des personnes qui n'en ont pas conscience. Par exemple, quelqu'un qui n'a de cesse de faire des rabaissements, des dénigrements, des moqueries incisives répétées, mais qui ne s'en rend pas compte parce que cette personne, elle a grandi, elle a évolué dans ce référentiel, c'est-à-dire dans un système, dans un environnement, donc familial ou social, où c'était hyper banalisé. Malgré le fait que vous lui expliquiez et que vous lui exigiez de cesser ces attaques, cette personne sera dans l'incompréhension totale et va donc invalider complètement ce que vous ressentez. Parce qu'en fait, cette personne, elle se dit, mais je fais rien de mal, mais mine de rien,
ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas conscient de ce qu'il fait que c'est excusable. C'est-à-dire qu'on va expliquer le fait que cette personne, effectivement, ne comprenne pas du tout pourquoi est-ce que c'est violent, mais ça ne veut pas dire que c'est pas abusif. Ça veut pas dire que on ne va pas dire de cette personne qu'elle n'est pas violente. Pas du tout. Hein. C'est qu'il y a un moment donné, même si ça fait pas partie de son référentiel, par contre cette personne n'est pas sourde. C'est-à-dire que elle entend que de manière quand même claire, vous lui dites je ne veux pas de ça, je ne veux pas que tu agisses comme ça, je ne veux pas me sentir comme ça, je te dis d'arrêter. Donc c'est pour ça que cette nuance elle est importante. C'est-à-dire que même pour les personnes qui n'en ont pas conscience, à un moment donné, malgré tout, elles font un choix d'outrepasser votre limite et votre consentement. Et que généralement, ces personnes vont utiliser le fait que pour eux, c'est pas une violence pour justifier les actes contre vous. Alors, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, c'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment quelque chose qui est physiquement visible, qui est considéré comme violence. Alors que pas du tout. La violence, elle a des milliers de visages différents, elle a des milliers d'expressions différentes. Il y a bien sûr quelque chose qui va différencier, c'est l'intensité corrélée à la gravité des abus. Mais en aucun cas, il y a de stéréotypes à proprement parler, de relations qui vont être violentes ou non. C'est-à-dire de tel type de relation, il y a telle dynamique, c'est sûr qu'il y a des violences. Eux ils ont l'air tout a l'air de super bien se passer, ils ont l'air d'être super bien ensemble, etc. C'est sûr il n'y a pas de violence. En fait, on n'en sait jamais rien. Et ce qui est aussi hyper important, c'est de savoir qu'il n'y a pas non plus de classe sociale. C'est-à-dire que la violence, elle est interclasse. Ça, les relations abusives, on les retrouve quelle que soit la catégorie sociale, quelle que soit la catégorie professionnelle. Ça, c'est clair et net. Je vous ai mis quelques exemples à nouveau de ce que ça peut être dans cet éventail des choses très communes, malheureusement, hein, qu'on va entendre. Par exemple, un partenaire qui va contrôler les réseaux sociaux. Donc, en termes de contrôle, on peut par exemple comprendre les vérifications de contenu, le check des conversations, l'interdiction de poster ceci ou cela, l'interdiction de parler à quelqu'un ou de se connecter en dehors des zones qu'il donne. Imaginons, il y a beaucoup de cas par exemple où la personne elle dit t'as pas le droit de te connecter si je suis pas à côté de toi et que je regarde. Bon, ça peut paraître assez fou comme ça, mais c'est très répandu. Une autre forme aussi d'abus, c'est une culpabilisation constante sur la manière d'agir et de réagir, sur sa manière d'être, sa manière de réfléchir, un rejet systématique de la responsabilité des choses. C'est-à-dire que, par exemple, tout est toujours la faute de la partenaire. Tout est toujours de sa responsabilité. S'il y a quelque chose, s'il y a une mauvaise réaction, par exemple, ça va être encore de sa faute parce que c'est elle qui aura provoqué la réaction. Non. Chacun est responsable de la manière dont il va pouvoir répondre. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours forcément en possession de nos moyens, mais ça veut dire que l'autre ne peut pas être systématiquement tenu comme responsable, comme si c'était un levier automatique de la violence chez l'autre. Ça, c'est pas possible. On retrouve tout ce qui est bousculade, les tapes faites sur le corps, des gens qui vont faire mine, oh non mais c'est rigolo, je te mets une tape sur la tête, sur le visage, de se tenir les bras, les mains autour du cou évidemment, tenir le visage, tenir les bras, serrer les mains, faire des cris, des hurlements pour parler, pour complètement terrifier la personne, c'est de l'abus. Évidemment, on ne se comporte pas comme ça envers les gens, même si on est très en colère ou même si on est dépassé par ses émotions. Des dénigrements aussi faits devant témoins, ça revient assez souvent, hein, que ce soit devant les amis, les enfants ou de la famille.
Donc, ça va être des humiliations, des choses comme ça, des moqueries. Également, l'instrumentalisation des enfants, des amis de la famille pour nuire. C'est-à-dire, par exemple, c'est oh ben t'as vu maman comme elle est nulle, oh ben t'as vu maman comme elle réfléchit pas, oh ben t'as vu maman comment elle fait jamais rien. Voilà, c'est ça, à force, c'est des humiliations, c'est du dénigrement, c'est instrumentaliser la personne de sorte à la rabaisser, à la déconstruire et à l'affaiblir jusqu'au moment où cette personne ne pourra plus réagir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer sur la définition propre et le visage que peuvent prendre des relations abusives? A priori, non. Donc, on va pouvoir passer à la slide. Donc là, c'est Sandrine, je te laisse expliquer. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a sonné chez elle et qu'elle est partie ouvrir, si j'ai bien vu. Ah d'accord. Ok. C'était exactement ça. Vraiment désolée. Quelqu'un a sonné chez moi, je suis allée en courant. Excusez-moi. Alors pardon, du coup je reprends un cours. Juste, moi j'ai rajouté ce slide-là d'un point de vue juridique, en tout cas quand on passe, quand on veut déposer plainte, qu'on passe devant un magistrat, aux affaires familiales, etc. Ce qu'on essaie de voir toujours, c'est vraiment bien la différence entre le conflit conjugal et la violence conjugale. De mon point de vue et du point de vue dans le cadre juridique, de la loi, etc., des conflits conjugaux, il peut y en avoir dans tous les couples. Ça arrive, c'est peut-être même des fois nécessaire, il y en a besoin des fois d'avoir quelques conflits pour avancer, etc., quand la situation va mal. Toutefois, c'est pas parce qu'il y a des conflits conjugaux dans un couple qu'il y aura forcément de la violence. La différence qui est primordiale, c'est vraiment le rapport d'égalité qu'il peut y avoir. En cas de conflit conjugal, quand ça va pas dans le couple, quand il y a un différend dans le couple, tout le monde, les deux partenaires vont pouvoir donner leur point de vue sur un pied d'égalité. Il va pouvoir peut-être y avoir des mots plus gros, plus hauts que l'autre, peut-être des insultes qui vont être lancées, etc. Mais si les deux sont dans cette même dynamique, ça peut rester, en tout cas ça peut, je dis pas que c'est obligatoire, mais ça peut rester que du conflit conjugal. La différence avec la violence conjugale, c'est que pour le coup, là, on est plutôt sur un rapport d'égalité. Il y a forcément un des deux partenaires qui va vouloir imposer son point de vue. L'autre partenaire va se retrouver dans un climat de tension, d'insécurité. Et puis c'est à partir de là qu'on va pouvoir parler justement de tout ce qui est contrôle coercitif, d'emprise, etc. Donc c'était vraiment ce point de vue que je voulais juste rajouter. Et puis après on peut avoir toutes les formes de violence qu'il y a. J'ai fait un petit, pour revenir un peu, je suis tout à fait d'accord et je rejoins tout à fait certains cas par rapport à ça. Les violences conjugales, ça peut revêtir multiples formes. Donc forcément, les violences physiques, comme on disait, les coups, les traces, machin, ça, quand en plus on voit quelqu'un dans la rue qui a des coups, des traces, quand on voit son ami avec des coups, des traces, on se dit, certainement qu'il y a quelque chose. C'est facile de savoir, en tout cas, voilà, c'est plus simple. Le problème aussi, c'est qu'il y a une évolution des mentalités et que les auteurs aussi de violences conjugales, ils se rendent bien compte que ça passe un peu moins maintenant en société. Peut-être qu'il y a quelque temps encore de ça, c'était moins grave. En tout cas, maintenant, ça l'est. Donc forcément, les auteurs aussi, ils essaient de trouver d'autres mécanismes pour contrôler encore, pour garder sous emprise leur partenaire. Donc ça passe par la violence psychologique, donc comme on disait, le dénigrement, le chantage, la violence verbale, donc les cris, les insultes. La violence verbale et la violence psychologique, c'est aussi en contrepartie les silences répétés, le fait de pas répondre à la personne, le fait de l'ignorer complètement, de faire comme ça n'existait pas, elle passe dans la pièce, on ne répond pas, on la regarde pas. Ça aussi, c'est de la violence. Les violences sexuelles, évidemment, le viol trépoux, maintenant est reconnu. Il y a encore quelques vingtaines d'années, c'était pas encore reconnu par la loi, maintenant ça l'est. Les attouchements imposés, ça c'est de la violence. La violence administrative qu'on trouve alors en plus surtout en expatriation. La violence administrative, c'est avec la rétention de documents. Alors je dis en expatriation, mais ça va être même des Français de France ou d'autres personnes sur leur territoire, ça arrive aussi évidemment. La rétention de documents administratifs, le fait de pas donner
les passeports, les livrets de famille, etc. Violence économique, ça c'est le contrôle des dépenses, le fait d'interdire d'ouvrir un compte bancaire. Alors ça aussi, surtout quand on arrive en expatriation, c'est pas facile. Il faut l'accord du conjoint souvent pour ouvrir un compte bancaire. Si monsieur veut pas, c'est compliqué. Le fait de devoir demander justification pour tous les achats, ou le fait que madame doive demander est-ce que je peux avoir, je suis aux US, est-ce que je peux avoir $20 pour aller acheter telle chose, et après il va contrôler le ticket de caisse, il va vérifier que la monnaie, etc. Ça c'est la violence économique aussi. La violence matérielle. La violence matérielle, c'est le fait de dégrader les objets, de donner des coups de poing dans les murs, de casser des assiettes. C'est juste pour faire peur, juste pour montrer que si la prochaine fois c'est pas le mur, ce sera toi, quoi. Ça aussi, donc ces violences qu'on remarque souvent en violence, dans le cadre des violences conjugales. Et puis pour finir, Santanka avait fait un petit topo particulier là-dessus, c'est tout ce qui est cyberviolence, et on t'en a parlé aussi, effectivement, mais le fait de surveiller les réseaux sociaux, voilà, toutes ces choses-là. Et donc, comme je commençais à le dire un petit peu, en expatriation, je pense en tout cas que tout est exacerbé. Toutes les violences sont exacerbées en expatriation. Comme on le disait aussi tout à l'heure, c'est pas parce qu'on arrive en expatriation que les violences vont s'arrêter ou vont commencer. S'il y a eu des violences avant, elles continueront en expatriation. Peut-être qu'au début, quand on va arriver dans son pays, il y aura un peu ce qu'on appelle aussi la lune de miel, tout va être beau, tout va être bien, mais en fait, très très vite, monsieur, ou en tout cas le partenaire auteur de violence conjugale, de contrôle et d'emprise, va un peu remettre ça. Et pour le coup, ça va être encore plus compliqué pour la victime qui va se retrouver doublement isolée, parce que déjà, quand tu arrives dans un pays, on connaît pas forcément la langue, on sait pas encore où aller, où se repérer, on connaît pas encore, on n'a pas encore de réseau social, on n'a pas encore d'amis, on connaît pas encore les parents de l'école, s'il y a jamais des enfants, etc. Et pour les victimes de violences conjugales qui sont en plus sous cette emprise-là, ça peut être compliqué de tisser des liens, surtout si monsieur dit non, tu fais rien, tu vois pas, etc. En expatriation, le problème, en plus de tout ce que je viens de dire, ouverture de compte administratif, ouverture de compte bancaire, ça va être, comme je disais, pour les écoles, il faut une voiture souvent. Si monsieur décide que madame n'aura pas de voiture, madame n'aura pas de voiture. Et dans ce cas-là, ça va être très compliqué pour se recréer des amis, un réseau social, du lien, etc. Donc ça va être très compliqué. Et c'est vrai que pour le coup, en plus, comme on dit aussi tout à l'heure, c'est vraiment interclasse. Il faut pas se dire que parce qu'on est en expatriation, peut-être que les familles qui partent en expatriation vont avoir un niveau de vie un peu plus élevé. Déjà, c'est faux. Peut-être qu'en France, ils avaient un bon niveau de vie, mais selon l'endroit où vont atterrir dans le monde, peut-être qu'avec ce contrat d'expat, expat, je dis vraiment au sens très large, ça peut être un contrat local ou un contrat d'expat vraiment à proprement parler, mais peut-être que dans le pays où elles vont se retrouver, elles vont être effectivement dans une catégorie socio-professionnelle très haute, mais peut-être aussi qu'elles vont se trouver vraiment au milieu ou vraiment très basse en fonction de là où elle est. Mais ça veut surtout rien dire. Ça veut pas dire que, pour le coup, la personne, le couple est protégé de violences conjugales. C'est pas vrai du tout. Si ce n'est qu'il y a, comme je disais aussi, une évolution des mentalités et des mœurs, et que les auteurs de violences conjugales ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont auteurs de violences conjugales. Donc, ils vont aussi essayer de faire autrement. Donc forcément, les violences physiques, il n'y en aura pas. Il y en aura moins, ou sur des endroits un peu plus cachés du corps, en tout cas, ou peut-être plus au haut des épaules, le dos, que ça se voit pas forcément. Mais ça veut pas dire qu'il y aura pas de violence économique, de violence administrative, de violence psychologique, verbale, des menaces, du chantage sur les enfants, etc., quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vient de dire Sandrine? Stéphanie? Alors moi j'adore le concept de les auteurs de violences conjugales ne veulent pas que l'on sache que ce sont des auteurs de violences conjugales. Vous semblez être très forte en droit. Qu'est-ce qu'il en est de plein de femmes comme moi qui sont des survivantes mais qui n'ont pas nécessairement porté plainte? Si on commence à parler sur les réseaux sociaux sans jamais les mentionner par leur nom, est-ce qu'on peut être attaqué pour diffamation, puisqu'effectivement ils vont faire en sorte que ça ne se sache pas, et donc est-ce qu'on est censé se la boucler jusqu'à la fin de nos jours, ou est-ce qu'on peut quand même éventuellement témoigner, même dans le cadre de conférences, par rapport à ce qu'on a vécu, tant qu'on ne donne pas leur nom, ou même ça, juste témoigner, on peut être attaqué en diffamation?
je peux pas vous dire en globalité, ils ont toujours le droit de déposer plainte en diffamation. C'est un droit qu'ils ont. Donc voilà, si je sais pas, je vous connais pas, je connais pas lui, on va partir d'un cas lambda. Hein, si madame a été mariée pendant 40 ans avec monsieur qui se sépare et qu'ensuite elle, sans avoir déposé plainte, donc c'est qu'il n'y a pas de condamnation pénale qui reconnaît qu'il est réellement auteur de violence conjugale, jusqu'à la fin il restera présomption d'innocence, il n'y aura rien du tout. Et si effectivement cette dame parle en conférence en j'ai été victime de violence conjugale pendant le mariage, ça va être facile entre guillemets de savoir que vous parlez de ce monsieur si vous avez été marié qu'avec lui pendant 40 ans qu'il n'y a pas eu de truc. Donc forcément il aura le droit lui de déposer plainte pour diffamation. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'il dépose plainte que vous serez poursuivi, que le procureur poursuivra aussi, quoi. Voilà, en fonction de ce que vous avez suivi, de ce qui s'est passé, et si vous respectez vraiment l'anonymat. Voilà. Après, je peux pas vous dire, c'est chaque procureur qui est souverain et qui décide oui ou non des poursuites, et ensuite c'est le juge qui décide ou pas de condamner, mais il y a ce double contrôle. D'abord du procureur qui décidera ou pas de poursuivre, et ensuite du juge qui décidera ou pas de condamner. On ne vous entend pas. Vous avez peut-être votre micro coupé. C'était moi en particulier ou Ah non, je vous disais merci et je faisais un pouce en l'air. Merci. Je crois que Diane veut parler mais qu'on l'entendait pas. Non ? Ok. Ok. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, donc on va avancer donc sur la présentation. Alors là, on revient du côté psy, parce que très souvent, il y a vraiment cette question qui revient de manière générale, et les victimes se les posent d'ailleurs elles-mêmes avant tout le monde. Hein. Pourquoi je pars pas ? Pourquoi j'arrive pas à me défaire de cette emprise ? Pourquoi est-ce que je commence à croire ce que me dit cette personne, voire même pourquoi j'en suis absolument convaincue ? Alors, c'est parce que déjà, ces violences, même si il y a des violences après qui arrivent sur le corps, une violence, elle va laisser une trace indélébile sur le plan psychique. Et cette violence, elle va faire ce qu'on appelle effraction dans notre jargon à nous, c'est-à-dire qu'elle va se répercuter sur un trio assez infernal, le psychologique, l'affectif et l'émotionnel. Donc, faut savoir que tout être humain a un fonctionnement sur ces trois volets. Ce système-là, il est issu de notre propre construction en tant qu'individu et qui est directement en lien avec l'environnement dans lequel on a grandi. Parce que cet environnement, il nous a permis d'intégrer tout un référentiel, donc c'est-à-dire comment est-ce que je comprends le monde extérieur et comment je comprends mon propre monde à moi. Donc ça va répondre à tout un tas de questions avant tout identitaires, qui je suis, qui c'est les autres, comment est-ce que je vais comprendre ces interactions, et au plus on va développer notre compréhension globale extérieure et intérieure, au plus on va pouvoir apprendre à se représenter qu'est-ce que ça veut dire une limite, comment je pose une limite, comment je me légitime aussi de poser mes limites et comment je fais respecter ces limites. Parce que lorsque j'ai tout ce concept autour de la limite avec un grand L, ça veut dire que j'arrive à définir mon propre périmètre qui va donc emmagasiner ce qui est mon estime, la considération que je me porte, l'image que j'ai de moi-même. Parce qu'au plus elle sera claire dans mon esprit, et au plus elle va être solidement construite, au plus forcément ça va être compliqué de venir outrepasser les limites et d'en faire douter. Donc c'est pour ça que ce façonnage, il va être très décisif et très important pour plus tard, mais on va déjà voir quand même certains prémices dans ces constructions chez les enfants et après chez les adolescents, des constructions, ce qu'on appelle des constructions narcissiques assez fragiles, parce que fragilisées par l'environnement extérieur, donc l'environnement intrafamilial, mais également l'environnement social, donc à l'école, le cadre de vie dans lequel on est, etc.
Le souci qui se pose quand un individu qui a été fragilisé au cours de sa construction, lorsqu'il arrive à l'âge adulte, s'il n'a pas repéré ses fragilités et qu'il ne les a pas travaillées, alors malheureusement cette personne va être plus à risque par rapport à la probabilité de tomber déjà à la fois sur une personnalité abusive, mais d'y rester, d'avoir vraiment ce phénomène toile d'araignée, parce que ça va vraiment taper sur ces 3 zones. Alors, concrètement, comment un abuseur va transformer ses fragilités en failles? Parce que vous pourriez me dire, oui, mais c'est pas parce que j'ai des fragilités que forcément quelqu'un va trouver la clé et s'en servir comme levier. Oui, vous avez raison, sauf que ces personnes, et c'est ce que je vous expliquerai plus tard dans l'une des slides de mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est auteur de violence ou d'abus, c'est ce qui va lui permettre de transformer ses fragilités en failles. Alors, le vecteur numéro 1, c'est qu'il va y avoir très rapidement dans la relation une mise en doute massive de ce que la victime pense et comprend. C'est-à-dire que quand la personne, la victime, va exposer son analyse de la situation, donc par processus logique, venir quand même lui nommer, lui démontrer que c'est quand même assez border, ou que ça c'est un abus, ou que ça a été violent, l'abuseur, il va tout de suite rentrer dans une remise en question pour déconstruire la logique et soumettre cette logique au rang de l'absurdité. Donc, dans notre cerveau, on a plusieurs zones cérébrales qui vont régir notamment notre capacité à comprendre cognitivement, donc c'est-à-dire à analyser en temps réel, mais aussi un petit peu plus profondément ce qui se passe. Sauf que au plus la personne va venir déconstruire votre logique, au plus cette fonction de votre cerveau va être ralentie. C'est exactement comme si vous jetiez une pierre sur une vitre. Bon, bah la première fois, oui, il va pouvoir y avoir un impact, sauf qu'au bout de 15 fois, 20 fois que vous lancez au même endroit sur cette vitre, c'est pas le problème que la vitre, elle est trop fragile. C'est qu'à force de lui taper dessus, bah forcément, au bout d'un moment, ça va commencer à s'écrouler. Donc c'est pour ça que la capacité cérébrale, au fur et à mesure du raisonnement et du jugement, qui est donc située à ce niveau-là, dans le lobe frontal cérébral, est considérablement amoindrie. Donc un exemple de ça, c'est par exemple, mais t'as rien compris, tu comprends rien, tu te fais des films, c'est dans ta tête, tu racontes n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux encore imaginer, etc. Quand la personne vient lui dire que ça c'est pas possible, que cette personne est violente et qu'elle ne veut plus. Ensuite, le deuxième vecteur où là on descend encore d'une strate dans la violence, qui permet de plus en plus à l'auteur des violences d'avancer dans son emprise, c'est ce qu'on appelle la dénarcissisation. Le narcissisme, alors d'une manière générale, ça a aujourd'hui plutôt une connotation négative dans la société, mais à la toute base, même étymologiquement, ça n'a pas trop une flatteuse définition, mais sur le plan analytique, le narcissisme, c'est en fait ce qui vient vraiment nous construire au noyau de ce qu'on est. C'est un petit peu le socle de qui on va être, de notre personnalité. Donc, on comprend bien que si on a un socle qui est déjà fragile, c'est comme si vous aviez les fondations d'une maison qui étaient un peu branlantes. Bon, bah, au plus vous allez vouloir diriger quelque chose, au moins ça va pouvoir être possible. Donc, dans cette dénarcissisation, l'auteur des violences va vraiment chercher à toucher la vision profonde de la victime qu'elle a d'elle-même. Et au plus elle va faire baisser cette estime et la considération qu'elle va se porter, ou la perception de son corps ou de sa personne, au plus il va pouvoir entraîner une déstabilisation majeure. Et c'est là où le piège commence à se renfermer. Parce que si je commence à douter en permanence de ma sanité d'esprit, de la légitimité de ce que je dis et de mon analyse,
et qu'en plus, je commence à croire qu'effectivement, je suis pas tant une si bonne personne que ça, non seulement on me muselle, parce que je n'ai plus sur quoi me reposer pour m'en prendre à la personne et répondre, mais c'est ce qui va aussi m'empêcher d'aller parler aux autres. Parce que j'aurai plus du tout confiance en ce que je pense. Je vais peut-être même penser qu'il a raison. Parce que si je suis persuadée que c'est moi le problème, ou que j'ai trop en doute que c'est moi le problème, à qui je vais aller raconter ça? Je vais avoir honte, puis même je vais me sentir coupable. Donc ça, on voit dans les phrases, dans la manière de verbaliser cette violence, que déjà on change par rapport au premier exemple. Là, on va être sur des choses telles que « mais tu vaux rien, de toute façon, personne te croira, tu sers à rien, t'es nul, mais regarde-toi un peu, tu ressembles à rien, t'es faible, t'es une fragile, t'es trop sensible, mais qu'est-ce que je fais encore avec toi ?» Donc on voit que déjà, au niveau du cran de la violence, on passe quand même un palier. Le troisième plan, et c'est là qui va un petit peu, ça va sceller la possibilité de la victime à s'extraire de sa relation et de son schéma, c'est que l'abuseur va commencer à instrumentaliser ses émotions. C'est-à-dire qu'il va systématiquement invalider les émotions vécues et que, en simultané, il va lui entraîner une saturation émotionnelle. C'est-à-dire que ça fait partie de l'ordre des instincts, pareil, c'est des instances cérébrales qui entraînent des réactions physiologiques qu'on ne contrôle pas. C'est un phénomène réflexe. C'est-à-dire c'est un phénomène complètement inconscient qui entraîne une réaction chimique dans notre cerveau qui est de l'ordre de l'hypervigilance et où on va être dans un état de stress permanent. Donc vous imaginez bien que si vous êtes dans un état de stress permanent, vous êtes complètement déréglé. Et c'est ça la saturation émotionnelle. C'est qu'en fait, je vais faire en permanence ressentir de la peur et de la tristesse à l'autre, de sorte à lui entraîner une réponse à la fois psychique et physiologique qui va asseoir mon emprise. Et là, par exemple, on les retrouve très très souvent, ces genres d'instrumentalisation émotionnelle et de saturation. Tu es folle, mais regarde un peu dans quel état tu te mets. Non mais ça va pas bien dans ta tête. T'as bien raison d'avoir peur de moi. Mais pourquoi tu pleures encore? Tu sais rien faire à part chialer. Tu te fais du mal toute seule, etc., etc. Donc là, on voit qu'il y a toute la machine de la culpabilisation qui commence à arriver et où la traduction très claire, nous ce qu'on appelle en analyse le double discours, c'est toi le problème, c'est toi le problème, c'est toi le problème. Donc on voit qu'il y a vraiment un système d'emprise à trois têtes et où la victime ne sait plus du tout comment faire pour s'en sortir. Et ce qu'on observe, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, c'est que le fait qu'elle soit à ce point-là déstabilisée, elle va également avoir peur du jugement. Parce qu'il arrive qu'il y ait des victimes qui s'autorisent un petit peu à en parler. Donc elles vont en parler à des amis. Elles vont en parler à un voisin, une voisine ou à certaines personnes de leur famille. Sauf que, à cause de toute cette emprise psychique que je viens de vous expliquer, elle ne va pas partir comme ça du jour au lendemain. Parce qu'il y a tout un système derrière, au-delà, en plus de la situation financière, administrative, matérielle, des enfants. Bien souvent aussi, qui se trouvent au milieu et où les personnes ont peur de partir. Elles ont également peur de l'auteur des faits. Donc la logique qu'il y a derrière, c'est souvent, même quand elles en parlent à des professionnels, elles vont se dire non mais voilà, j'ai dit que j'allais partir, j'ai dit que j'allais le quitter, que c'est bon, j'étais lucide, que j'avais bien compris, que j'avais pris conscience, mais en fait je me rends compte que j'y arrive pas. Donc qu'est-ce que je vais encore leur dire? Je vais leur dire qu'en fait finalement je suis pas partie et que je subis encore ça. Que je m'apitoie sur mon sort, etc., etc. Donc cette peur du jugement va encore plus les enfermer dans leur silence. Et c'est là où ça commence à devenir très dangereux. Donc, s'il y a vraiment quelque chose à retenir par rapport à une victime, si ça vous arrive d'en rencontrer ou de diffuser le mot autour de vous, c'est de ne surtout pas stigmatiser une victime. Parce que ne pas la stigmatiser, c'est vraiment l'amener vers un palier supplémentaire, vers la porte de sortie.
Voilà un petit peu pour ce qui se passe dans la tête d'une victime et pourquoi elle n'arrive pas à en sortir facilement et rapidement. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens d'expliquer? Stéphanie. Peut-être Laura, parce que j'ai posé beaucoup de questions. Alors Laura. J'ai pas vu. Alors, ok, oui, j'ai vu Laura, oui, qui a levé la main. Bonjour. Excusez-moi, en fait, je viens de rentrer, donc peut-être vous avez déjà répondu à ça. Je repose une question. En fait, j'étais à la fois d'un côté et de l'autre de la situation que vous avez décrite, et c'est vrai que quand on regarde quelqu'un qui est victime et qui ne sort pas de la relation, on peut être très frustré parfois si on aime beaucoup la personne. Du coup, comment gérer cette situation si ça dure très longtemps et que nous aussi on devient frustrés, mais on veut pas que la personne arrête de partager, on veut garder la porte ouverte. Voilà ma question. C'est une excellente question parce que c'est très difficile pour l'entourage. L'entourage est aussi traversé par des vécus. Et il peut pas en faire fi comme ça et se dire que il va faire preuve de patience jusqu'à ad vitam. C'est déjà en tant qu'entourage aussi pas se culpabiliser. Parce que si on commence à soi-même se culpabiliser et se crisper autour des émotions qui sont naturelles, d'être un petit peu, se dire mais ça fait 15 fois qu'on en parle, pourquoi elle ne sort pas, ça fait des années que ça se passe, pourquoi elle ne s'en va pas, etc. C'est déjà de les accueillir, ces ressentis, et de se dire oui, c'est aussi normal que je fasse ça. Donc de faire baisser la tension interne en acceptant ses propres ressentis. Aussi, c'est de savoir également s'écouter. Il y a peut-être que des fois, un entourage n'est plus apte à écouter la victime. Et c'est pas forcément grave. Peut-être que vous y reviendrez plus tard. Mais parce que vous aussi, vous vivez votre propre actualité. Vous avez vos propres étapes de vie et il se passe des choses dans votre vie. Donc peut-être qu'à un moment, vous avez moins de patience parce que vous êtes en train de vivre des trucs. Sauf que si vous ne vous écoutez pas, c'est là plus le risque de fermer définitivement la porte parce que vous serez forcé et au final, vous serez poussé à bout. Donc c'est vraiment d'essayer d'être le plus à l'écoute possible de vos propres ressentis et d'essayer de trouver un juste milieu. Alors, après, ça dépend aussi de ce que vous êtes en capacité de faire parce que, en effet, comme on est en train de le dire, une victime qui s'entend dire par quelqu'un, peut-être en qui elle a grandement confiance, oh non mais là, en ce moment, je suis désolée, mais je pense que je peux plus entendre, etc. Mais t'inquiète, c'est provisoire. C'est très à double tranchant. C'est-à-dire que soit cette personne, elle va se dire, ok, je comprends, pas de souci, et elle y reviendra plus tard. Soit elle va se fermer tout court. Et que donc, une porte de fermée, c'est une possibilité de parler en moins, ce qui peut être dramatique après dans les issues. Donc, c'est vraiment, je pense, propre à chacun de sentir sa propre jauge et d'essayer de vraiment se séquencer en fonction de ça. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Oui, c'est parfait, merci beaucoup. Et je pense justement pour répondre à tout ça et revenir sur tout ce que vient de dire aussi Satanka, c'est que le stade, tel que vous voyez, le cycle des violences, c'est très important de le connaître et d'en prendre conscience pour savoir en fait où en est la victime et pour comprendre justement ce qu'on vient de dire. Pourquoi est-ce qu'elle part pas? Pourquoi est-ce qu'elle réagit pas? Pourquoi est-ce que peut-être qu'une victime va déposer plainte et finalement va retirer sa plainte? Il faut savoir qu'en moyenne, on parle de 7 mains courantes avant un dépôt de plainte réel. On sait très bien que des victimes vont quitter leur agresseur et vont revenir ensuite avec elles. Mais tout ça, c'est parce que ça fait partie de ce cycle des violences conjugales que l'auteur met en place de manière très très sournoise, avec d'abord, attention, ce qu'avait de dire Satanka, on a l'impression de marcher sur des œufs tout le temps, on sait pas, on essaie le moins possible de faire de crise, de déclencher une crise, parce que forcément, ça sera toujours la faute de la victime, ce sera elle qui sera coupable de ce qui va se passer.
va venir la crise, donc l'élément enclencheur, la situation, je sais pas, l'insulte, le cri de trop, le moment où il va y avoir des coups physiques dans les portes, etc., tout ce qu'on a dit. La justification, ce qu'a dit aussi Satinka, avec c'est ta faute, c'est parce que c'est toi qui, rien, ou alors en sens inverse, on retourne à la culpabilité, oui, mais toi tu peux pas comprendre, au travail en ce moment j'ai eu des énormes pressions, forcément toi t'as vu toute la journée, tu peux pas comprendre, mais moi j'ai de la pression, moi c'est compliqué pour moi, alors c'est quand même à toi de faire attention, etc., donc ça sera toujours, quoi qu'il en soit, la faute de la victime. Et après, et c'est là que c'est vraiment très très insidieux, il y a la réconciliation, ce qu'on appelle la phase de lune de miel, où forcément il promet l'auteur promet qu'il va changer, il peut apporter des fleurs, il peut être gentil, il va promettre qu'il va changer, il va promettre qu'ils vont suivre une thérapie de couple, que tout va aller, et puis forcément la victime elle va y croire, elle va vouloir y croire parce qu'il y a quand même toujours d'amour quelque part. C'est un mot qui est mauvais, mais elle va vouloir encore y croire. Elle va vouloir se dire, ok, je vais pas être son infirmière, je vais pas être son assistante sociale. Mais moi, ce que j'ai tout le temps à mes victimes, c'est que vous êtes ni l'assistante sociale, ni l'infirmière, et encore moins un punching ball. Donc, si ça se passe comme ça, il y a peut-être besoin d'avoir un professionnel, il y a peut-être besoin d'avoir du soutien, mais c'est pas au conjoint, au partenaire d'avoir ce rôle-là. Et le problème, c'est que toutes ces 4 phases de violence, en fait, avec le temps, plus ça va aller, et plus ces phases vont être rapprochées les unes des autres. Au début, il peut y avoir peut-être un cycle de violence, donc avec ces 4 phases, mais un cycle entier de violence, tous les 6 mois peut-être. Et puis après, ça va être petit à petit, tous les 3-4 mois, tous les 2 mois. Et puis peut-être on va partir en expatriation, et pendant 1 an, il va rien se passer. C'est parce que cette phase de lune de miel, elle va durer très longtemps. Mais d'un seul coup, il va y avoir quelque chose qui va se passer, et de nouveau, ça va se remettre en place. Et puis juste pour revenir aussi à ce que dit Satinka, effectivement, on dit moi, quand on est écoutante, en tout cas, ce qu'il faut surtout pas dire, c'est moi, ta page, je serais partie, je comprends pourquoi t'es pas partie, etc. Parce que justement, on n'est pas à la page des victimes, on sait pas ce qu'elle vit, on sait pas toutes les raisons qui font pourquoi elle n'est pas partie. Il faut respecter sa temporalité, donc savoir où est-ce qu'elle est dans ce cycle de violence. Et puis surtout, c'est pas parce qu'on se sépare du conjoint agresseur que les violences s'arrêtent. Au contraire, on sait même que les 6 mois qui suivent une séparation sont les 6 mois les plus dangereux pour une victime, les plus à risque en tout cas pour une victime de violence conjugale. Voilà. Après, je vous ai mis d'autres, on passera rapidement si vous voulez dessus, mais je vous ai mis d'autres slides sur le violentomètre, savoir si on est victime, les relations, on en parlera après, on en reviendra après, on peut-être avancer encore un peu plus. C'est un cas. Stéphanie avait une question également. C'est gentil, avec plaisir. Par rapport aux violences psychologiques, affectives et émotionnelles, SPAE, est-ce qu'on peut faire un lien avec le syndrome de stress post-traumatique? Est-ce que... Ok. Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est relié à ce que j'expliquais, en fait, à tout ce phénomène d'hypervigilance. C'est-à-dire que c'est un phénomène réflexe cérébral que tous les êtres humains ont, et où dans notre évolution, ça nous a permis quand même d'arriver, de survivre jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est là où toute la perversion de ce cycle, comme tu viens de le dire, Sandrine, de plus en plus répété, où notre système cérébral n'a plus le temps de redescendre et de faire redescendre la réponse chimique physiologique cérébrale due au stress intense. Et donc la chronicité de l'exposition à ce stress va effectivement créer les PTSD, donc l'exposition en fait et la déclaration du syndrome post-traumatique. Et où c'est pour ça que c'est vraiment très important de comprendre qu'il y a cette triptyque qui se joue, mais qui malgré tout siège au sein de notre cerveau, et où il y a tout ça qui se mêle. Donc oui, bien sûr, c'est intrinsèquement lié. Et d'ailleurs, en tout cas à ma connaissance, je n'ai ni lu, ni entendu, ni vu de victime qui n'avait pas manifesté des signes stress post-traumatique, soit court terme, déjà durant une relation abusive, hein, clairement, mais court terme après la relation abusive, voire même des mois et des mois et des mois, parce que le cerveau a vraiment cette imprégnation de l'insécurité constante, et que pour inverser vraiment et refaire, mettre à un niveau physiologique normal, c'est tout un travail psychique, affectif et émotionnel, et on va pouvoir recontrebalancer. C'est vraiment de longue haleine. Ok, merci beaucoup. Et d'ailleurs, quand on dépose plainte,
En France, en tout cas pour violence conjugale, la victime va être orientée vers un médecin légiste, une médico-judiciaire. Même s'il n'y a pas de blessure physique constatée, le médecin peut donner une ITT, interruption temporaire de travail, qui n'a rien à voir qu'un arrêt de travail, mais c'est juste pour acter la violence, savoir s'il y a une circonstance aggravante ou pas. Et le stress post-traumatique fait partie de cette ITT. Le médecin légiste qui est formé aux violences conjugales, en tout cas, et à ce que sont réellement les violences conjugales d'un point de vue psychologique, va pouvoir acter ça en tant que violence réellement. Oh ben, je regrette de ne pas l'avoir su plus tôt. Merci beaucoup. Oui, et peut-être que d'ailleurs, Sandrine, tu sauras le dire mieux que moi, je ne sais pas. Mais il y a quelques années, ce nom va peut-être vous parler quand il y a eu l'histoire justement de Jacqueline Sauvage, qui a abattu son mari après une vie entière de violence, hein, parce que l'historique de vie de Jacqueline Sauvage, c'était qu'elle subissait des violences intrafamiliales. Sa mère elle-même était victime de violences conjugales, et quand elle a rencontré très jeune son partenaire, qui est après devenu son mari, mais qui est très rapidement devenu son bourreau, au bout d'un moment, elle ne l'a plus supporté, et où en France, ça a considérablement lancé le débat de mais dans quelle mesure la justice ne peut pas reconnaître et faire inscrire dans ses codes qu'effectivement la violence psychologique est une violence conjugale et qu'elle commence toujours par là, et que ça fait que forcément la victime est dans une incapacité à réagir, parce que c'est ce qui avait été pointé, le gros talon d'Achille, injustement, quand on comprend tout ce process psychique qui avait été retenu contre Jacqueline Sauvage durant l'ensemble de sa procédure et après à l'audience, c'était mais pourquoi vous n'êtes pas parti? Vous avez vécu ça pendant 20, 25 ans, 30 ans, plus. Il y a même eu des viols sur vos filles et vous n'êtes pas parti. Bah oui, mais parce que c'est ça la violence conjugale et c'est ça l'emprise psychologique. Donc aujourd'hui en France, il y a des associations, il y a aussi les instances légales, les juristes, les avocats qui vraiment se battent pour faire vraiment avancer la justice dans cette reconnaissance de la posture complètement affaiblie sur le plan psychique de la victime, qui fait qu'elle ne peut pas réagir. Et même pour aller plus loin, en ce moment, en France, on essaie vraiment de retourner la situation. On parle même plus de contrôle coercitif, avec des personnes qui se battent vraiment pour qu'on parle de contrôle coercitif, pour mettre l'accent sur le rôle actif de l'agresseur et pas du rôle passif de la victime, pour se dire pourquoi la victime n'est pas partie. C'est pas ça la question. C'est pas la question qu'on doit se poser. C'est pas pourquoi la victime n'est pas partie. C'est pourquoi et comment, qu'est-ce que monsieur a fait pour que madame soit dans ce niveau-là d'emprise et de contrôle coercitif sous son contrôle-là complet. Et c'est vrai que la mentalité évolue énormément et que maintenant, la violence conjugale, en tout cas psychologique, est reconnue. Heureusement, est reconnue. Oui. Alors, ok, donc on va pouvoir avancer. Alors, justement, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est enfin, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ces personnes pour faire subir de la violence. Très clairement, la très très large majorité des personnes, donc des abuseurs, c'est des gens qui ont eux-mêmes subi des violences. Donc, la plupart du temps, ça a été des violences intrafamiliales durant leur enfance et leur adolescence, soit en tant que victime directe, donc c'est-à-dire ils ont été maltraités, que ce soit sur le plan physique, psychologique, verbal, sexuel, etc. Ou soit ça a été des victimes indirectes, c'est-à-dire que ils ont été victimes, ils ont été témoins des violences conjugales qui s'exerçaient entre les parents, et ou des violences qui étaient faites envers le reste de la fratrie. Donc des fois ça peut paraître un petit peu curieux dans la tête des gens, mais pourquoi dans la fratrie il y a que une personne qui prend et pas les autres, etc. Faut poser la question aux agresseurs. Généralement ils sont très inventifs pour nous dire des choses, mais effectivement ça se passe. On l'observe également quand ce sont des personnes qui ont évolué et grandi dans des climats sociaux violents et où ça a fait intégrer une banalisation de la violence. Alors, mais pourquoi ?
est-ce que malgré tout il y a eu une banalisation de cette violence-là? Parce qu'on voit bien que concrètement, c'est pas tout le monde qui a vécu des maltraitances dans son enfance ou dans son adolescence que pour autant cette personne va passer à l'acte plus tard et devenir un adulte violent. La plupart du temps, c'est parce que ça a causé des traumatismes vraiment importants pour les personnes qui les ont subis et que ça a été tellement violent ou c'est encore trop douloureux que ça a même pas pu être pensé. C'est-à-dire que je ne peux même pas réfléchir à ce que j'ai vécu, me demander si c'était normal, me demander si tous les enfants ou tous les adolescents vivent ça, me demander si ça aurait pu être autrement, me demander si est-ce que j'en veux quand même à mes parents. Il n'y a même pas l'espace mental pour penser ça tellement c'est saisissant pour cette personne. Et donc si je ne peux pas penser ce que j'ai vécu et qui a été traumatisant, ça veut dire que je ne peux pas le traiter. Et si je ne peux pas le traiter, malheureusement, ça veut dire que je vais l'intégrer dans mon référentiel. Ça veut dire que je vais l'intégrer comme étant une norme. Et si pour moi c'est une norme, je ne vais pas du tout comprendre que ça ne se fait pas. Ou que là, j'outrepasse une limite. C'est ce que je vous expliquais au tout début, dans les premières slides, dans le fait de poser une limite, mais qu'elle n'est pas respectée, que donc il y a non-respect des limites et non-consentement. C'est qu'en fait, ce n'est même, la limite d'autrui n'est même pas perçue en tant que telle. Parce que dans leur tête, ça répond vraiment à cette logique. Si je banalise et si je normalise tout ce que j'ai vécu, tout ce qui s'est passé, alors je me convainc que ce n'est pas si grave et que je n'ai plus à en souffrir. Donc, c'est-à-dire que je vais rentrer dans un processus de répétition pour lutter tout le temps contre ce trauma. Le problème, c'est que cette mauvaise gestion du trauma, ça va les enliser et qu'au plus ils vont répéter, au plus ils vont se barricader parce que c'est cette logique de si je répète, je me barricade très fort contre le fait de me rappeler, de me questionner, donc d'avoir super mal en repensant à tout ça, ou de revivre psychiquement mes traumatismes, donc de retomber dans des états d'angoisse ou dans du stress post-traumatique. Donc je veux absolument me protéger, quitte à ce que je devienne moi-même un bourreau. Donc, je vous ai mis là une phrase qui pourrait tout à fait illustrer la logique de l'agresseur, qui est c'est si je suis celui qui attaque et qui soumet, je suis dominant et donc je ne serai plus vulnérable, ni ne pourrai plus jamais être victime de qui que ce soit. Je suis protégé non-stop. Donc, schématiquement, c'est ce qui se passe dans la tête d'un auteur de violence. Alors, sans vous imaginez bien qu'il y a de multiples détails à tout ça. Par rapport à ce que je viens d'expliquer, est-ce que vous avez des questions? Non? Ok. Bien. Alors là, on va pouvoir passer donc... On va pouvoir peut-être avancer un petit peu. Je trouve qu'on a bien largement dépassé le temps. Oui. Là, c'est 2 slides dont je vous ai parlé, le violentomètre, savoir si je suis victime, savoir, vous pouvez y avoir accès gratuitement. C'était fait par le département de la Seine-Saint-Denis, qui est un des premiers vraiment à se positionner vraiment de manière très très claire sur la violence conjugale et qui a fait un travail remarquable. Le violentomètre, il a été distribué dans les écoles, il peut parfois distribuer même dans les boulangeries. Quand on prend du pain, il y a dans le sachet là, de baguettes, il y a le violentomètre qui peut être imprimé dessus. Il y a pas d'association qui s'en servent, c'est vraiment très intéressant pour faire de la prévention et même dès tout jeune, même dans les relations préadolescentes, pour protéger les jeunes filles, en tout cas les mettre, les informer. La prévention, ça va être très important. Il est dispo sur Internet, sur Google, vous tapez violentomètre et franchement, vous le téléchargez. C'est un très très bon indicateur. Ça vous permet aussi de vous situer dans votre relation ou d'aider à situer quelqu'un dans une relation qui pourrait être problématique. Donc là, c'est
qu'est-ce que je fais si je suis victime de violence? Alors, moi, donc, j'ai répondu vraiment plus dans un versant psy, c'est-à-dire ce qui va découler de ce que je peux mettre en place quand je suis encore dans la situation et que je suis encore sous emprise. Donc, il y a 4 axes principaux. C'est déjà de briser le silence. Au plus vous restez dans le silence, au plus vous continuez d'être exposé aux violences et à croire aussi au discours de l'abuseur, donc que tout est de votre faute et que c'est à vous à avoir honte. Au plus la parole elle est libérée, au plus l'emprise pourra se défaire. Ensuite, c'est d'identifier les personnes ressources et de confiance. C'est vraiment très important. Autour de soi, est-ce que c'est des amis, des voisins, des voisines, une personne de la famille, un ou une collègue, un ou une coach de sport, un ou une prof. Pourquoi j'ai mis en gros de confiance, c'est que des fois dans les cas de violence intrafamiliale conjugale, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des gens qui se font passer dans l'entourage de la victime pour quelqu'un de confiance, à qui on peut tout raconter, etc., mais qui en fait va aller tout raconter après à l'auteur des violences. Donc, je vous laisse imaginer après les répercussions pour la victime. Donc vraiment, quelqu'un ressource n'est pas forcément de confiance. C'est pas parce que c'est quelqu'un de proximité que ce sera forcément quelqu'un de confiance. Ça, c'est très important. Ensuite, repérer les aides professionnelles, donc psychologues, juristes, assistants sociaux, avocats, les institutions, les structures, les numéros d'aide. Alors, en France, nous avons le 3919. C'est gratuit, c'est confidentiel, c'est anonyme et c'est ouvert 24 heures sur 24. Donc, c'est le numéro national de lutte contre les violences faites aux femmes. Les hommes peuvent aussi appeler. Vous avez les CIDFF, qui sont les centres d'information des droits des femmes et des familles, historiquement créés par le planning familial il y a longtemps. Donc c'est sur tout le territoire national et où vous avez une équipe pluridisciplinaire, donc psychologues, avocats, juristes, assistantes sociales, des éducateurs des fois, etc., qui vont vraiment pouvoir accompagner sur un ensemble de niveaux les victimes de violences conjugales et y compris s'il y a des risques encourus pour les enfants dans le cadre de ces violences. Bon, pour parler de Feel Better, vous avez donc les psychologues qui sont sur Feel Better, qui sont formés à ça, qui peuvent vous prendre en charge. Vous avez les numéros d'urgence Feel Better. Alors sur Feel Better, vous allez tout en bas du site ou de l'application dans la rubrique aide et vous avez les numéros d'urgence. Et donc territoire par territoire, c'est-à-dire que on est allé au-delà des pays, on a rentré tous les territoires, même les petites îles, etc. Donc vous avez tous les numéros d'urgence du pays selon les situations et également le numéro d'urgence de chaque ambassade ou chaque consulat dont dépend le territoire et où vous pouvez appeler directement, c'est-à-dire sur votre téléphone. Si vous cliquez sur le numéro dans notre répertoire d'urgence, ça appelle tout de suite les autorités pour vous venir en aide. Et vous avez donc également les associations destinées aux victimes. À l'étranger, donc vous avez la plateforme Save You, comme on vous l'a expliqué, ou que vous pouvez joindre n'importe quand. Vous avez les relais auprès des consulats et des ambassades. Et là également, j'ai remis les psychologues de Feel Better et le numéro d'urgence. Et enfin, c'est très important dans le parcours de victime de pouvoir investir des groupes de parole. La puissance de frappe des groupes de parole, ça va permettre aux victimes de s'identifier, de se sentir comprises et de ne plus se sentir seules. C'est-à-dire que si j'entends que finalement je ne suis pas la seule de mon quartier ou de ma ville ou de mon territoire à vivre ce que je vis, je vais déjà ressentir un soutien que je n'avais pas. Ça va commencer à affaiblir cette croyance de l'isolement, mais je suis la seule à vivre tout ça et je peux pas m'en sortir, etc. Parce que on va entendre des témoignages de gens qui sont encore dedans, mais de gens aussi qui sont sortis. Donc c'est pour ça que ça aide à la fois à la compréhension de son histoire et que ça aide à la résilience. D'ailleurs, voilà, comme je vous ai indiqué, les groupes de parole vont bientôt faire leur apparition sur Feel Better avec des thématiques spécifiques, dont bien entendu les victimes de violences. Hop, je passe à la suite. Je te laisse expliquer, Sandrine.
je recommande à chaque fois pour toutes les victimes que je suis, que ce soit en France et même à l'étranger, les victimes françaises à l'étranger, de télécharger mes mots de vie. C'est une application qui a été faite par le réseau France Victimes. On en a parlé un petit peu après. La Fédération France Victimes regroupe des associations d'aide aux victimes, des bureaux d'aide aux victimes dans tous les tribunaux judiciaires partout en France. Ils ont développé mes mots de vie qui permet c'est comme un agenda, un journal de bord en fait. Ça vous permet tous les jours de dire un petit peu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est passé ça. Vous pouvez aussi sécuriser vos documents, vos certificats médicaux, livres et famille, les copies, etc. Vous avez aussi plein de ressources utiles, des numéros de téléphone utiles, etc. En tout cas, moi, l'intérêt que je vois pour ce mémo de vie, c'est que, donc, je dis, tous les jours, vous pouvez dire ce qui se passe, et tous les jours, vous avez un petit, comme un petit smiley, en fait, rouge, jaune, vert, etc., pour dire un peu vos émotions au jour le jour. Ça vous permet de voir peut-être à la fin du mois que ce mois-ci, vous avez été tous les jours dans le vert. Bon, super, vous avez passé un bon mois. Mais ça peut aussi vous permettre de voir que tout ce mois-ci, vous avez été dans le rouge, voire dans l'orange, voire dans le rouge. Ça veut dire, comme on dit tout à l'heure, par rapport au cycle, là, que vous avez été dans cet état de tension et de stress tout le mois. C'est pas normal d'être dans cette situation-là. Et ça vous permet aussi d'écrire, je vous disais, au jour le jour, tout ce qui se passe. Par exemple, aujourd'hui, il m'a bousculé. Aujourd'hui, je lui ai posé 4 fois la question, il m'a pas répondu. Aujourd'hui, il m'a frappé. Ça peut peut-être être des petits incidents qui, pris comme ça individuellement, on va se dire bon ça va, c'est pas grand-chose, il m'a un peu bousculé, ou ouais, c'est pas grand-chose, il m'a fait ça, c'est pas très grave. Mais en fait, tout ça pris collectivement, au bout de 6 mois, au bout d'un an, en fait, ça va réellement permettre de se rendre compte du travail de sape de l'auteur sur sa victime, du travail d'emprise, du travail de contrôle coercitif de l'auteur sur sa victime. Et là où c'est très intéressant, c'est que tout ça, ça peut être téléchargé, imprimé et donné aux juridictions françaises. Et les juges d'affaires familiaux, maintenant, se servent de mémo de vie pour pouvoir acter, pour pouvoir dire si oui ou non, on va par exemple pouvoir donner une ordonnance de protection, parce qu'on va se rendre compte que les violences, elles vont crescendo, que le danger est de plus en plus présent, et que ce que dit la victime, c'est vrai. Et c'est pas, et ça permet aussi, comme je disais, vu que c'est chronologique, de mieux comprendre la temporalité, et puis la victime, ça va lui permettre aussi un peu mieux de se structurer, parce que peut-être que le jour où elle va être prête pour aller déposer plainte, elle va aller dire, ah oui, mais en fait, d'ailleurs, ce jour-là, il m'a fait ça, et puis après, ah mais il m'a fait ça, mais non, mais en fait, je me rappelle plus quand c'était. Des fois, les policiers, il y en a qui sont très bien formés, puis il y en a qui sont un peu moins bien formés. Ils vont se dire, oui, bon, ça c'est tard, on va pas le marquer. Mais là, en fait, non. La victime, elle peut venir faire son dépôt de plainte avec ses imprimés mémos de vie en disant, voilà, tel jour il s'est passé ça, tel jour il s'est passé ça, tel jour il s'est passé ça. Et au moins, c'est structuré et ça permet à la victime de pas penser, j'ai peur d'oublier quelque chose. Non, elle se sent un peu plus soulagée quand elle va en parler, que ce soit avec son avocat, au juge d'affaires familiales, à la gendarmerie, au commissariat, etc. Voilà. Et sur le site d'après, vous avez mis aussi, on disait les 39-19, mais pour les Français et l'étranger, il y a le 33 1 80 52 33 76, voilà, qui est depuis l'étranger également, et c'est fait par France Victimes également. Comme disait certains cas, moi, du coup, le site d'après, il reprend un petit peu, mais effectivement, les réseaux locaux d'accompagnement, ils sont très très importants quand on a envie d'en parler pour une première fois ou pas, quand on a envie d'avoir des informations, demander de l'aide, demander comment on peut faire. On vous disait, les consulats, les ambassades sont là pour ça. Les consuls honoraires sont là pour ça. Quand vous habitez trop loin de votre consulat ou de votre ambassade, vous pouvez avoir un consul honoraire qui habite un petit peu plus près de chez vous. Les réseaux FIAF, ce sont les associations accueil qui sont partout dans le monde, qui sont depuis il y a 1 an et demi maintenant déclarées d'utilité publique. Ça permet de rencontrer des gens. C'est peut-être pas là qu'on va parler qu'on va dire oui, bonjour, je suis victime de violence conjugale, non. Mais par contre, ça peut permettre de rencontrer des gens, de sentir, de recréer du lien en tout cas. Et quand on arrive dans un pays étranger, rencontrer le groupe accueil de sa ville, ça peut être très très intéressant aussi. Donc c'est important de le savoir aussi. Et puis si vous êtes victime de violences à l'étranger, le ministère a fait un annuaire international des structures d'accueil des victimes de violences à l'étranger. Il date de 2021, je crois, de tête. Voilà. Post-Covid, il y a eu quelques changements, mais il est encore d'actualité. Il est très, très, très complet, donc c'est intéressant de pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Et puis ensuite, on va parler, le rôle du consulat, on va peut-être finalement pas trop en parler là maintenant. Après, vous aurez peut-être le site, je sais pas si certains cas vous les envoyer. Oui.
plus parler, en tout cas juridiquement, ce qui se passe, et vous donner quelques petites pistes juridiques, en tout cas d'un point de vue juridique, quand on est victime de violences conjugales, donc principalement en expatriation. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait de se séparer de son conjoint ne va pas forcément mettre fin aux violences conjugales. Et parfois, ça peut être encore plus compliqué. Si ce n'est que la question principale que nous avons, nous, en tout cas moi, en tant que juriste, à l'association, à la plateforme Save You, et je suis aussi juriste pour une autre association qui s'appelle le Réseau Main dans la Main, via le consulat de Los Angeles et de San Francisco. Les questions principales, c'est, oui, est-ce que je peux partir demain avec mon enfant? Là, j'en peux plus, les violences sont trop intenses, je pars. Je rentre en France avec mes enfants. Je vous dirai jamais, d'un point de vue juridique, vous avez raison de partir. C'est beaucoup trop dangereux, surtout si votre pays a signé la Convention de La Haye avec la France, qui est à peu près le cas de 85% des pays, je crois, quelque chose comme ça, dans le monde. Ce qui est très très important de savoir, c'est de se rendre compte que ce qui va compter pour les juges, c'est la notion de résidence habituelle des enfants. Je crois qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, hein, mais si le couple décide de se séparer, de divorcer, le juge qui va être, tu peux revenir sur la slide d'avant, excuse-moi, la slide d'avant, pour ça t'inquiète. Ouais. Le juge qui va être compétent pour se séparer, ça va être le premier juge qui sera saisi. C'est-à-dire, si monsieur rentre en France et saisit le juge français, ce sera le juge français qui sera compétent pour la séparation. Ou si monsieur ou madame saisit le juge du pays où il habite, par exemple, on va dire les États-Unis, je suis aux US, le juge des États-Unis sera le juge des États-Unis qui sera compétent. Pour autant, dans une séparation internationale avec des enfants, et c'est compliqué de comprendre, mais il peut y avoir deux juges. Un pour la séparation conjugale, mais un aussi pour les enfants. Ce qui veut dire que le juge compétent pour l'enfant ne sera pas le premier juge saisi, ou ne sera pas, parce que madame est en France, le juge français. Ce sera le juge dans lequel résident habituellement les enfants. Ce qu'on va prendre en compte, c'est la notion de résidence habituelle des enfants, c'est-à-dire où est-ce qu'il est scolarisé, où est-ce qu'il a ses habitudes de vie, où est-ce qu'il va en colonie, où est-ce qu'il a ses amis, où est-ce qu'il a ses activités extrascolaires, etc. Normalement, pour fixer la résidence d'un enfant, ça en va de soi, c'est l'autorité parentale conjointe. Donc, quand un parent décide de quitter le territoire, si l'autre parent est d'accord, pas de souci. Par contre, si l'autre parent n'est pas d'accord, là, les problèmes peuvent commencer. Et surtout, donc, on va passer tu peux mettre le slide d'après, si l'État a signé avec la France la Convention de La Haye, le parent qui n'est pas d'accord pour que l'autre parent rentre en France, par exemple, avec son enfant, ou aille dans un autre pays avec son enfant, il peut déposer plainte pour déplacement illicite d'enfants, déplacement, enlèvement international, il y a plein de notions. Et j'ai justement vu un article encore hier, je crois c'est French Morning, mais je suis pas sûre, non, sur Libération, non, le Parisien, je sais plus. Encore là dernièrement, une maman qui était en Suisse, en Belgique, je suis plus désolée, avec son enfant, victime de violence conjugale, qui est rentrée en France. Le papa a déposé plainte pour enlèvement illicite d'enfant, et l'enfant a été reconduit en urgence dans le pays où il habitait habituellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Convention de La Haye, donc c'est une convention internationale qui traite spécifiquement cette notion de déplacement illicite d'enfants. C'est une procédure qu'on appelle, alors en termes juridiques, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est une procédure sur la forme et pas sur le fond. C'est-à-dire que sur la forme, si la maman, on va dire la maman et l'enfant et le papa, mais si la maman rentre en France, par exemple, avec son enfant, et que le papa n'est pas d'accord, et qu'elle n'a pas d'autorisation écrite, ni du papa pour quitter le territoire, et encore moins du juge qui l'autorise à quitter le territoire, l'autre parent, donc le papa, peut déposer plainte, et en urgence, mais ça peut être très 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 rapide. J'ai vu des procédures où en 6 jours, l'enfant a été rapatrié dans son pays d'origine, parce que la France, en tout cas le procureur qui va recevoir cette demande, cette procédure de déplacement illicite d'enfant, ne va pas essayer de savoir pourquoi est-ce que madame est partie, les raisons, les violences, etc. C'est pas ça, la Convention de La Haye, le fait que c'est pas comme ça. Ça viendra plus tard, on pourra plus tard étudier ça, mais là, le papa demande un retour immédiat de son enfant, il va l'avoir. S'il n'y a pas de document administratif qui l'autorise, il peut l'avoir effectivement. C'est pas un examen au fond. Voilà. Donc c'est compliqué à comprendre. Et c'est très compliqué. Et c'est vraiment la raison pour laquelle il faut faire très très attention quand on veut rentrer en France avec les enfants, de s'assurer d'avoir un dossier béton et au mieux forcément une autorisation du juge, mais voilà.
Si jamais on arrive à rentrer en France, par exemple, que le juge du pays dans lequel on réside nous a donné autorisation pour rentrer en France avec les enfants, ou même que le papa a signé une autorisation pour que la maman rentre en France, ne serait-ce que temporairement, etc. Ce que je conseille toujours, c'est d'essayer de faire une procédure, ce qu'on appelle une ordonnance de protection. Alors ça vaut si on est expatrié, qu'on rentre en France, ou ça vaut aussi si on est en France, en France sans souci. Ordonnance de protection. En plus là, la loi est passée le 13 juin là de cette année. Il va y avoir en plus une ordonnance provisoire de protection qui va s'appliquer dans les 24 heures et non plus dans les 6 jours. Ça permet au juge d'affaires familiales, en urgence, de pouvoir prendre les décisions qui vont être la résidence habituelle de l'enfant, par exemple autoriser la maman à résider séparément ou demander au papa de quitter le domicile. Donc, un hébergement d'urgence peut être attribué. La garde des enfants peut être attribuée à ce moment-là. Donner peut-être une pension alimentaire en urgence, etc. pour la maman. Une obligation de suivi psychologique pour le papa peut être fait également. Et puis, il y a d'autres mesures de protection comme le bracelet anti-rapprochement ou juste entre guillemets un téléphone grave danger, qui sont des protections très 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 rassurantes. Alors si vous voulez, je pourrais en reparler plus tard, on peut peut-être pas en parler là maintenant, mais voilà, ça peut être des protections, des moyens de sécuriser la victime, sachant que si l'ordonnance de protection n'est pas respectée par l'auteur, la victime, elle, peut déposer plainte et ça pourra entraîner une sanction pénale. C'est quand même très très intéressant. Pareillement, donc je disais, il faut avoir un dossier béton. C'est très bien si on arrive à déposer plainte, c'est encore mieux si on arrive à déposer plainte. Quand on est en France, c'est facile, hein, on va dans sa gendarmerie ou dans le commissariat dans lequel on réside. On n'est pas obligé de déposer plainte si on n'a pas envie de déposer plainte. On peut faire juste ce qu'on appelle une main courante, ou en gendarmerie, ça s'appelle un procès-verbal de renseignement judiciaire. Ça n'entraîne pas automatiquement, on va dire, de procédure. Jusqu'à maintenant, quand on déposait plainte, il y avait une procédure pénale qui se mettait en route. Quand on faisait une main courante, la personne pouvait ne pas être poursuivie. Maintenant, les choses ont évolué. En matière de violence conjugale, même avec une main courante, l'auteur peut être poursuivi. En tout cas, il va y avoir une enquête quand même qui va être faite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est pas parce que madame décide de retirer sa plainte que l'enquête et les poursuites s'arrêtent. Le procureur peut quand même poursuivre malgré un retrait de dépôt de plainte. Ça, parce qu'on sait très bien que les victimes sont, comme je dis, dans une sorte de temporalité, qu'il faut respecter ça. Et très, très, très souvent, la victime va déposer plainte et puis après, il va se rétracter parce que, il y a de la pression, il y a du chantage, il y a tout ce qu'on peut entendre. Et puis souvent, on entend la victime qui dit, oui, moi, je veux pas qu'il est en prison à cause de moi. Alors, monsieur, s'il y a des fraudes, grosses violences, n'ira jamais en prison à cause de la victime, mais à cause de ce qu'il a fait à la victime, ce qui est complètement différent. Et ça, maintenant, les procureurs l'entendent très bien, et c'est aussi pour ça, hein, qu'on peut déposer plainte, on peut retirer sa plainte, mais que le dossier pourra quand même être poursuivi. Quand on est étranger, on peut quand même déposer plainte, quand on rentre en France, même si les faits ont lieu à l'étranger. La seule contrainte, c'est qu'il faut qu'il y ait cette double incrimination, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déposer plainte en France pour un fait qui ne serait pas incriminé dans le pays dans lequel on réside. Exemple très très concret, je donnerai aucun pays, je ne vais pas faire polémique, rien du tout, mais voilà, juste un exemple concret, les viols conjugaux, dans certains pays, ils ne sont pas reconnus. Dans notre pays, comme en France, ils le sont. Donc, si on est violé par son conjoint dans un pays qui ne reconnaît pas le viol conjugal, on ne peut pas déposer plainte en France pour viol conjugal. On ne peut pas non plus déposer plainte dans son pays vu que c'est pas reconnu. Après, on peut essayer de déposer plainte autrement, mais ce ne sera pas cette notion qui sera retenue. En tout cas, c'est très très important d'avoir un dossier le plus complet possible, qu'on décide de saisir le juge familial ou affaires familiales dans le pays dans lequel on réside ou en France. On décide de déposer plainte dans le pays dans lequel on réside ou en France. Et l'un n'empêche pas l'autre. Même au contraire, on peut faire double procédure. On peut déposer plainte en France, déposer plainte dans le pays dans lequel on réside. Il n'y a pas de souci, ça peut se faire. Pour autant, c'est pas parce que je veux pas être négative. Voilà, ici, madame est violence conjugale physique. On va partir d'un cas très très simple, physique. Elle a des traces, le médecin va constater les traces, etc. Madame rentre en France cet été, elle va déposer plainte en France. Il y a quand même peu de chances que ce soit poursuivi en France parce que les faits se sont passés. C'est possible de le faire, mais en fait, procéduralement, et ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Il faut entendre monsieur tous
toutes les juridictions ne sont pas en état matériel de pouvoir entendre via audio, via des visuels, etc. l'auteur s'il réside à l'étranger, s'il veut pas se déplacer. Bon, voilà, c'est un peu compliqué. Mais ça existe et ça n'empêche pas de le faire quand même parce que ça garde des traces. Et ensuite, quand on veut déposer plainte, quand on rentre réellement en France ou quand on veut saisir le juge d'affaires familiales, ça aide quand même. Notamment quand on veut avoir une ordonnance de protection. Ça fait partie des preuves qui peuvent être apportées par la victime parce que l'ordonnance de protection, c'est à la victime de prouver tout ce qu'elle dit. Donc, plus on a un dossier béton et plus ça aide. Bon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je suis allée un peu vite pour le coup sur tout ça, mais oui, Stéphanie. Alors moi, j'en ai une grosse. C'est le paradoxe entre le besoin d'avoir un dossier béton complet et le syndrome de stress post-traumatique, où on est tellement affaibli que, mais même physiquement, bref. Donc du coup, c'est pour ça que je connais aussi beaucoup de victimes qui n'ont jamais porté plainte. Et comment on arrive à réconcilier ce paradoxe? Sur qui on peut compter dans ce cas-là quand on est tellement affaibli? Parce que par nous-mêmes, personne ne sait ce qui s'est passé à huis clos. Est-ce que ça veut dire qu'on doit anticiper notre départ des années à l'avance, tout documenter? Je trouvais super là dans mes mots de vie. Enfin voilà, comment ce paradoxe en fait entre faut que ce soit béton, carré, bordé, machin, genre pas de place à l'imprévu, et en même temps quelqu'un qui est juste anéanti et qui a juste pas la bande passante, la charge mentale, l'énergie de vie pour faire ça. On fait quoi? Je pense qu'effectivement, comme tu disais, un mémo de vie, pour le coup, c'est pas mal parce que ça permet, quand on décide de partir, d'avoir tout qui est acté. Donc on n'a plus besoin de réfléchir sur ce qui s'est passé, retrouver toutes les informations, etc. Par contre, ce que je dis aussi, à l'étranger et en dehors de notions de danger immédiat pour la victime, pour les enfants, etc., c'est qu'une séparation, ça se prépare. Un départ, un retour en France, ça se prépare. En dehors, j'entends bien, je dis pas ça, je dis pas qu'il n'y a pas de solutions en urgence, il y en a et il y en a beaucoup. Mais plus c'est préparé en amont et plus c'est facile ensuite. Voilà, pour avoir justement ce dossier un peu béton par rapport à être accompagné par un bon avocat, c'est aussi très 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 utile. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi des réseaux et des plateformes d'avocats, même pour les victimes françaises de l'étranger. C'est très important alors de faire confiance à son avocat. Parce que lui aussi, c'est quand même son rôle de pouvoir dire ce qu'il faut comme document, surtout en fonction du pays dans lequel on est. Tous les documents sont pas les mêmes. Le rôle des huissiers peut être différent, le rôle des médecins peut être différent. Les médecins légistes, il y en a pas pour tout le monde. Même en France, on ne sait pas forcément qu'un médecin légiste ne fait pas que les autopsies. Le médecin légiste est aussi là pour, quand on est post-plainte, pour fixer l'ITT, l'incapacité de travail. Mais tout ça, ça se prépare. Et plus on est accompagné, et mieux c'est. Quand on est accompagné par son psychologue, ça aussi, c'est aussi le rôle. Nous, en tant qu'écoutante, c'est notre rôle aussi de pouvoir aider au mieux possible. Quand j'étais juriste dans le réseau France Victimes, certaines victimes nous demandaient justement qu'elles avaient du mal à parler et pouvoir se livrer. Est-ce que je peux avoir une attestation? Donc, on faisait des attestations de suivi en disant oui, effectivement, madame est suivie ou monsieur est suivi depuis telle année. On reste très vaste, on dit pas pourquoi, on dit rien, mais voilà. Et ça peut être un signe que la victime est dans ce stress post-traumatique parce que justement elle est suivie par un psychologue depuis telle année ou par un médecin depuis telle année, etc. Mais j'ai pas vu la question, excusez-moi, je reviens dessus. Que des médecins légistes après coup, mais sans... Pour voir un médecin légiste, on ne peut pas voir un médecin légiste par soi-même. C'est le procureur, c'est la gendarmerie qui va orienter vers un médecin légiste. Il faut avoir une convocation pour aller voir un médecin légiste. Donc, c'est donc une plainte. Dans le cadre d'un dépôt de plainte, effectivement. Ouais. Okay. Ouais. Par contre, ça peut être aussi le rôle du médecin du travail, de la médecine du travail. Si madame travaille aussi. Si la victime est salariée. Ok, alors j'étais en train de parcourir, pendant que tu répondais Sandrine justement le chat, je sais pas si tu avais répondu à la question de David Procaccia qui a été envoyée à 19h50. Pardon, oui. Je pense qu'il y a une difficulté pour les victimes expatriées d'être entendues, reconnues par le juge du pays dans lequel elle vit, n'est-ce pas un frein à la reconnaissance du délit? Oui, effectivement, mais c'est ce que je disais en fait, c'est qu'effectivement, surtout si le type de violence n'est pas reconnu dans le pays dans lequel on vit, c'est très très compliqué. Il y a quand même peu de situations. Je pense là à cette notion de viol conjugal parce que c'est une notion que c'est un cas que j'ai eu concrètement.
mais quand même en général les violences conjugales, psychologiques ça peut être un peu plus compliqué, mais les violences physiques en tout cas sont à peu près reconnues quand même partout dans le monde maintenant, même si c'est compliqué. Mais effectivement il y a des pays où c'est plus compliqué de déposer plainte, donc c'est plus compliqué d'être reconnu en tant que victime, mais c'est pour ça que c'est possible de déposer plainte en France, d'être entendu en France en tout cas en tant que victime. Et puis j'ai envie de dire, la réponse judiciaire c'est pas forcément et tout le temps et pour tout le monde la réponse à apporter. Peut-être que des personnes vont pouvoir s'en sortir et être survivantes de violences conjugales même sans un dépôt de plainte, et heureusement la réponse judiciaire est parfois nécessaire, parfois pas, parfois c'est pas, la victime on n'en est pas encore là, on n'a pas envie de ça non plus, mais il y a quand même des conventions qui sont faites internationales pour que justement il y ait des facilités d'un dépôt de plainte à l'autre, d'un pays à l'autre, etc. Donc ça c'est quand même chouette. Ouais. Je réponds à Diane S qui nous a demandé il y a une vingtaine de minutes si on a des sites où on peut trouver des groupes de parole, précisant les associations d'aide aux victimes ne se font pas dans ma région, alors la région de Lyon. Il y a forcément une association d'aide aux victimes sur Lyon. Il y en a une, je crois même qu'il y en a deux sur la région. Non, il y en a. Des groupes de parole, effectivement. Je sais pas ce que Diane entendait spécifiquement. Oui, là, il y en a, me font pas le groupe de parole. Alors, de mémoire, je crois, mais je ne suis pas sûre, mais je vais vérifier, Diane. De mémoire, je crois bien qu'il y a des institutions dédiées à la prise en charge des violences et qui font des groupes de parole. Donc je vais vérifier. Donc je sais pas, est-ce que je sais pas comment on pourrait vous en informer. Ok. Je sais pas. Alors attendez. Je vais vous envoyer l'adresse email générale de Feel Better, et comme ça vous pourrez nous envoyer votre demande, comme ça si on justement après nos recherches au moins voilà, comme ça vous divulguez pas votre adresse email ici dans le chat, et on vous enverra ça, on va faire une recherche. Donc c'est Lyon, voilà, vous nous préciserez si c'est Lyon même ou si on peut étendre autour, à savoir Villeurbanne, etc. Parce que je sais que mémoire Villeurbanne ils ont pas mal de trucs aussi. Donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cet échange. Je vais arrêter le partage d'écran. J'espère que ça vous aura été utile, instructif, que ça vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans la tête des victimes, ce qui se passe dans la tête des auteurs, ce qu'on peut faire aussi, tant en levier psychique que même juridique, parce que comme le disait Stéphanie tout à l'heure, effectivement c'est un tel ensevelissement que on sait plus quoi, on sait plus vers qui se tourner, on sait plus même comment le dire, donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, j'ai mis l'adresse email de Feel Better, mais vous nous trouvez assez facilement si vous avez des questions. Le replay de toute façon il sera mis sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, et parce qu'on sait que aussi quand on est victime ou qu'on se pose des questions, on n'ose pas forcément se prononcer aussi en live devant tout le monde, donc on est disponible. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit Save You ou que ce soit nous. Voilà. Je vais rajouter mon adresse mail aussi, Save You, si jamais vous avez des questions plus juridiques, n'hésitez pas, j'ai accès, je regarde tous les jours. On est là, donc vous n'êtes pas seul. Si ça vous arrive, ou que si ça vous est arrivé et que vous êtes encore en reconstruction, vous aurez toujours une professionnelle ou un professionnel qui sera là pour vous écouter, vous accompagner, donc ne restez pas seul. Mais merci à toutes et à tous d'avoir participé.
N'hésitez pas à rester connectés avec nous, avec Save You et Feel Better, parce qu'on fait régulièrement des lives sur XY thématiques. Effectivement, la dernière fois, c'était sur les cyberviolences, par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, merci. Je vous souhaite une excellente soirée, journée. Je ne sais pas où vous vous situez dans le monde. Et prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Pareillement. Au revoir, merci beaucoup. Merci, c'était génial. Bonne soirée pour les Européens. Au revoir. Au revoir.